Bonjour à tous, donc, je m'appelle Gwendoline, je suis atteinte de sclérose en plaques depuis 2013, bénévole ARCEP-UNICEP. Donc, il faut savoir qu'au moment de mon diagnostic, j'étais donc chef de rayon en grande distribution. Face à ce diagnostic, j'ai été déclarée inapte totale au métier de chef de rayon. Donc il a fallu que j'envisage une reconversion professionnelle, puisqu'il m'était pour moi impossible de continuer à tirer des palettes, des choses comme ça. Donc face à ça, l'employeur a donc l'obligation de proposer d'autres postes. Il faut savoir que j'ai eu mon diagnostic sclérose en plaques suite à une diplopie au niveau de mon muscle de l'œil droit. Donc j'étais quasiment aveugle de l'œil droit et j'avais fait une poussée au niveau de mon bras. Face à ça, mon employeur m'a proposé d'être à la vidéosurveillance, ce qui était impossible avec mon œil, et d'être hôtesse de caisse, ce qui était aussi impossible avec mon bras. Face à ça, on m'a dit de toute manière, on savait que vous alliez refuser. J'ai dit oui, mais dans ce cas-là, il valait mieux rien me proposer. Ça aurait été beaucoup plus facile. Face à ça, il a donc fallu qu'à l'intérieur de moi, je me dise, bon, bah ça y est, la grande distribution, après 10 ans, il faut que j'arrête. Donc il a fallu que j'envisage de me dire, qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant? J'avais fait mes études en fonction de la grande distribution. Et maintenant, qu'est-ce que je pouvais faire? Donc pendant 2 ans, j'ai cherché du travail. J'ai fait ma reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. J'ai donc été gérée ensuite par le Cap Emploi, puisqu'en étant reconnu travailleur handicapé, on n'est plus géré par le Pôle emploi, mais par le Cap Emploi. Et j'ai eu donc la possibilité d'avoir un emploi en tant que directrice d'une association qui s'occupe de la coproduction du spectacle historique de Meaux. Et j'ai eu un président à ce moment-là qui m'a donné ma chance, qui s'est renseigné sur la maladie, qui m'a dit, bon, voilà, vous avez une épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais je vous fais confiance. Je lui dis, vous pouvez avoir confiance en moi, je vais me battre. Il faut savoir que la première année où j'ai été diagnostiquée, j'ai fait 7 poussées en 1 an. Depuis septembre 2016, où je suis employée, j'ai fait aucune poussée. Il faut savoir que le milieu du travail aide beaucoup au niveau de la maladie. Ça reste une maladie neurodégénérative, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans le mental. Donc quand on est aidé et quand on nous fait confiance, il faut savoir qu'on peut continuer de se battre pour ce genre de maladie. Voilà. Gwendoline, quel ressenti vous avez eu quand vous avez eu le sentiment d'être non prise en compte, peut-être, ou en tout cas, comment vous avez vécu cette seconde vie professionnelle, puisque quand on parle de reconversion professionnelle, on est quand même dans cet espace-là. Qu'est-ce que ça a enclenché chez vous par rapport aux contraintes, par rapport à la projection? Qu'est-ce que cette bascule a été pour vous? Alors, effectivement, je me suis posé beaucoup de questions, puisque mes études étaient vraiment... Et je me suis dit, maintenant, mon bagage que j'ai d'un point de vue travail ou d'un point de vue études, à quoi il va me servir, puisque c'était vraiment que de la grande distribution et les portes étaient fermées. Et c'est vrai que même avant l'idée de me dire reconversion professionnelle, je me suis dit, j'ai 10 ans de grande distribution derrière moi et les portes, elles se ferment aussi rapidement. Je me suis dit, on est vraiment considérés comme des numéros. Et le jour où, en fait, c'est bête à dire, mais le jour où on a un pet de travers, et voilà. Et on n'est plus à même de faire ce qu'on nous a demandé, donc on nous met dehors. Notamment dans le secteur de la grande distribution, mais j'imagine qu'on pourrait étendre ça à d'autres secteurs. Est-ce que vous pensez que cette société, qui vise quand même aujourd'hui beaucoup la performance, l'esthétique, être toujours au top du top, est-ce que pour vous, vraiment, c'est une grosse difficulté de devoir s'adapter quand on est malade à toutes les contraintes qu'impose cette demande de la société? Et comment faire pour les contourner? Alors, en fait, effectivement, pour moi, c'est vraiment... bon, moi, je connais plus le côté grande distribution, mais je pense que ça fonctionne un peu partout comme ça. C'est vrai que quand on n'est plus performant, et puis le problème, c'est quand on a une étiquette RQTH, on a une étiquette malade, donc non performant. Et moi, je me bats à longueur d'année pour dire que même si on a cette RQTH, même si on est malade, même si on a une maladie,
On n'est pas forcément plus malade que les autres. C'est vraiment le maître mot. J'en parlais un petit peu en disant, moi j'ai changé de président à l'endroit où je me trouve actuellement, et ce deuxième président a dit devant des caméras, mais moi j'aurais été à la place de l'ancien président, je ne l'aurais pas embauché. Donc je me dis, mais c'est... En fait, il faut vraiment tomber sur la bonne personne. Moi, dans tous les entretiens d'embauche que j'ai faits, je n'ai jamais caché ma maladie. Jamais. Puisque je me suis dit, si jamais je suis absente, si jamais il y a quelque chose, je veux que mon employeur soit en connaissance de cause. Et puis de toute manière, sur mon CV, c'était marqué RQTH. Donc forcément, les gens se posent des questions. Donc, mais moi, je n'ai jamais caché ma maladie. Et mon président actuel, quand il m'a dit ça, je lui ai dit, pour information, je te rappelle juste que c'est peut-être moi qui ai une RQTH, mais c'est moi dans la société qui est la moins malade, et je n'ai jamais été absente depuis 1 an et demi. Donc ça, les employeurs ont beaucoup, beaucoup de mal à le comprendre. Merci Gwendoline. Alors, Patricia, pouvez-vous nous faire part de votre expérience ? Alors, moi, je suis atteinte de la maladie de Parkinson. Depuis le diagnostic est de 2011. Je continue à travailler à 80% depuis, non, à 90% depuis 2 ans, et je vais passer à 80% parce que là, c'est plus possible. Alors, dans mon malheur, j'ai de la chance d'être gauchère et d'avoir le côté le plus atteint à droite. D'autre part, dans mon travail, donc je suis technicienne dans un lycée, c'est-à-dire que je prépare les travaux pratiques de physique et de chimie. Mais dans ce travail-là, il y a une part d'encadrement, donc ce qui permet de faire et de ne pas faire. Voilà. Et donc j'ai une RQTH depuis 2015. D'autre part, je suis animatrice d'un café jeune parkinsonien à Versailles que j'avais appelé Café J-Pop à l'époque pour Café Jeune Parkinson de l'Ouest parisien. Et voilà pour l'essentiel. Alors, quand nous nous sommes vus pour préparer un petit peu cette table ronde, vous me racontiez que donc, vous êtes dans la fonction publique et que vous voyez très souvent le médecin du travail, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans l'éducation nationale, quand on réussit le concours, on nous donne une liste de médecins généralistes assermentés qui nous mettent aptes. Et voilà, fini pour toute la carrière. Donc, avant de demander la RQTH, il y a quand même par académie un médecin qui est conseiller du recteur qu'on peut demander à voir, donc que j'ai vu, mais qui n'a pas fait de consultation, mais qui m'a expliqué ce que je pouvais éventuellement avoir droit en termes de congés, etc. Mais même si elle avait des propositions à faire, elles sont rediscutées en commission. Ce n'est pas elle qui a le pouvoir d'imposer des choses. Donc, ça rend les choses un peu compliquées pour, par exemple, demander un arrêt de travail fractionné ou un mi-temps thérapeutique. Il n'est pas forcément accepté aussi facilement que ça. Du coup, ça rajoute des délais, etc. C'est un peu... Chez nous, c'est un peu complexe. Alors, au niveau de votre maladie, est-ce que vous en parlez dans le lycée? Est-ce que vous en parlez avec les élèves? Est-ce que vous en parlez avec vos collègues? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous ne dites pas? Est-ce que vous dites la même chose à tout le monde? Alors, pour ce qui est mes collègues les plus proches, il y en a une avec qui j'en ai parlé parce que forcément, elle avait vu le tremblement, elle avait vu certaines choses, donc elle, j'en ai parlé assez vite. Pour les autres, donc l'équipe de profs de physique-chimie, je leur en ai parlé au bout de 2-3 ans parce que ça commençait à devenir visible. C'est-à-dire qu'au début, le tremblement était vraiment à peu près le seul symptôme qui était
bien caché par les médicaments. Et au bout d'un moment, ce qui est apparu, c'est par exemple la jambe qui traîne, des problèmes de dextérité, des problèmes de lenteur. Et donc, de toute façon, les gens avaient commencé, enfin, les personnes avec qui je travaille avaient commencé à voir des choses. Donc, j'ai trouvé plus simple de leur en parler. Mais du coup, j'ai mis le nom parce que pour moi, ça me simplifie la vie. Après un changement de proviseur, un inspecteur qui venait, je suis allée le trouver en lui expliquant que effectivement j'avais cette maladie, parce que ça me dérangeait qu'il l'apprenne par quelqu'un d'autre. D'autre part, je travaille quand même en chimie, je travaille aussi avec des élèves, on a des produits dangereux, je fais attention à ce que je fais. Normalement, j'organise mon travail pour que, à certaines périodes de la journée, je ne fais pas certaines choses. Par exemple, préparer des solutions, il y a des moments de la journée, entre 11 et 12, c'est pas une bonne idée. Tard dans l'après-midi, c'est pas une bonne idée. Donc je fais d'autres choses, j'essaye d'organiser ma journée. Plus tard, France Parkinson a édité un petit guide qui s'appelle les 10 clés pour comprendre Parkinson. Je l'ai laissé traîner aussi dans la salle des profs. Vous le lisez pas, vous verrez qu'il n'y a pas que les symptômes moteurs. Est apparu aussi un problème d'hyper-émotivité. Donc j'ai dû aussi leur expliquer que ça faisait partie de la maladie, qu'il y a des jours où je vais pleurer, il y a des jours où on va avoir sans une altercation, mais une explication par rapport à du travail, c'est comme ça, on n'est pas toujours d'accord. Et que je suis désolée, mais j'allais pleurer, ça allait un peu changer les rapports, mais qu'il fallait qu'on aille au bout de l'explication et de régler le problème dont on discutait, mais que j'étais désolée, je pleurais. Que j'ai tort ou que j'ai raison, c'est comme ça, ce jour-là, j'allais pleurer, mais pour une broutille. Un truc qui ne me mettait pas en cause particulièrement, mais que ce jour-là, voilà, j'allais pleurer. Donc ça fait partie des choses que j'ai dû expliquer pour, au final, me simplifier les choses. Et pour les élèves, ils doivent bien voir que je ne suis pas toujours symétrique, que des fois je tremble, mais ça s'arrête là. Et pour vos collègues, est-ce que vous avez senti que le fait de comprendre ou de savoir modifiait leur comportement vis-à-vis de vous ? Oui, elles sont plus attentives. J'ai vraiment de la chance avec mes collègues qui me permettent de me reposer. Cette année, j'ai demandé à pouvoir faire une sieste à l'infirmerie. On a une infirmerie et effectivement, sur mon temps, j'ai agrandi mon temps de midi et je peux me reposer à l'infirmerie et du coup être plus efficace l'après-midi, à travailler plus facilement. Donc ça aide. Mais oui, forcément, il y a des choses où elles sont obligées de faire un peu attention, mais elles le font vraiment avec bonne volonté. Elles m'ont connue non malade et me connaissent malade maintenant, mais je trouve que voilà, j'ai vraiment de la chance. Alors, on ne répondra pas forcément à cette question, mais ce que vous dites m'évoque la question suivante. Est-ce que pour être bienveillant, il faut vraiment dire les choses? Est-ce qu'il faut mettre des mots sur les choses? Est-ce qu'il faut que le niveau d'information soit bien partagé par tous pour permettre justement cette bienveillance? C'est une question, mais peut-être que vous en avez un avis. En fait, à mon sens, en disant les choses, c'est plus facile. C'est-à-dire que c'est plus facile d'être étiquetée à Parkinson que fainéante. C'est-à-dire que forcément, il y a des choses où je fais avec moins de vivacité, etc., peut-être moins d'entrain. Et que du coup, en disant les choses, c'est pas qu'on me pardonne plus les choses, mais un peu. Vous pensez également ça, Gwendoline ?
Oui, complètement. Oui. C'est vraiment l'étiquette. Et puis moi, c'est un petit peu pareil. J'ai un peu fait le même système en laissant traîner des brochures. Parce que, bon, je ne dis pas, mais on parle de Parkinson, on parle d'Alzheimer, ça va. Mais alors, quand on met l'étiquette sclérose en plaques, là, on a des gens qui nous regardent avec des yeux comme des billes en disant « Mais tu me parles de quoi? C'est quoi la sclérose en plaques ?» Alors là, généralement, on est obligé de l'expliquer parce que là, on dit bah voilà, et puis on essaie de leur expliquer. Moi, j'ai du mal à l'expliquer sans être un petit peu médical. Donc, bah, des fois, je suis un petit peu bon, bah c'est une maladie, donc qui attaque le système nerveux central. C'est quoi le système nerveux central? Donc à chaque fois, voilà, il faut essayer d'expliquer. Mais oui, il faut. Moi, j'ai expliqué la maladie. Je dis voilà, il y a ça comme risque. Et puis bon, bah voilà, s'il y a des jours je suis fatiguée, mais vous inquiétez pas, c'est pas que je suis une feignante, hein. Donc c'est juste que je suis un peu fatiguée. Alors, Gérald, acceptez-vous de nous faire partager votre expérience à vous? Il y avait une autre condition, c'était dans le... je vais me présenter, Oui, je suis dentiste de base et j'ai là emmené mon ami qui vient de m'aider, dentiste aussi. Et à un moment donné, quand j'étais dentiste à Maison Lafitte, et j'avais repris une petite activité à l'hôpital de Louis Mourier. Et ça me semblait être facile. Et quand j'ai commencé à travailler dans un lieu que je connaissais, alors évidemment je reconnaissais quelques personnes, mais le lieu avait changé. Et les méthodes aussi étaient pas tout à fait les mêmes. Et là, je me suis trouvé mis pas en négatif, mais en danger. Et donc, il y a, je pense, des gens qui m'ont vu d'une façon bizarre, ou en tout cas d'autres moments. Et ce que je voudrais dire, c'est que ce moment-là était vraiment terrible. Parce que j'avais excellé, si vous voulez, pendant dans cette technique à l'hôpital et je travaillais normalement. Et après, quand pour le côté hôpital, on va oublier maintenant, mais par exemple, au cabinet, c'est... Je vais vous tenir le micro. Merci. Comme ça, on vous entend. Alors, au cabinet, c'est mon assistante qui m'a demandé la permission de téléphoner à ma femme parce qu'elle me disait que j'étais de plus en plus fatigué et que j'arrivais plus à faire certains actes. Et effectivement, j'ai eu l'extraction d'une dent de sagesse qui a été très difficile et là j'ai compris que c'était fini, quoi. Voilà, ça c'est le truc simple. Alors après, comment je vis maintenant? Je vis très bien parce que d'abord j'ai des amis, j'ai ma femme, mes enfants, etc. Et que j'ai fait promesse à ma famille et aux amis de faire tout ce qu'il faut pour être bien et ne pas les embêter. Donc, on part en vacances. Alors c'est maintenant de plus en plus difficile, vous pouvez imaginer.
Mais j'essaye d'avoir aussi un peu d'humour, parce que sinon c'est quelquefois un peu lourd. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a une vie avec... enfin, je suis Alzheimer, mais il y a une vie avec Alzheimer. Et bon, il est là, je sais qu'il est très près de moi, mais je peux vivre encore. Je sais que, bon, peut-être il y a quelque chose qui va reviendrir, mais j'ai toujours de l'espoir, et puis je bouge beaucoup, je fais de la peinture, je fais du RPM, enfin, je bouge, je vais dans des expos, etc. Donc je ne m'ennuie jamais. Et ça, je pense que c'est... Bon, on m'a mis peut-être un manteau Alzheimer, mais la vie est toujours là, et je pense que c'est l'essentiel. Merci Gérald. Est-ce que le moment où vous avez arrêté votre activité professionnelle, comment vous avez vécu ça? Parce que vous êtes bien occupé aujourd'hui, donc vous avez su, on peut imaginer, transformer l'occupation de ce temps, mais le moment où ça a basculé un peu, comment avez-vous, qu'est-ce que vous en avez ressenti? C'est difficile parce que je pense que j'en ai déjà perdu. Enfin, je ne peux pas vous répondre véritablement. Je pense que j'ai évacué ce moment-là déjà. Et ce qui m'intéresse, c'est maintenant, et puis ce que je vais faire, et puis aider les autres. Si je peux, vous voyez, en étant là, aider quelqu'un, ça me fait plaisir. Mais votre témoignage est très important et je pense qu'effectivement, il contribue à éclairer un grand nombre de questions qui se posent, comme je le disais en introduction, tous ces moments au cours de la maladie, puisqu'on est sur des maladies évolutives, où on est confronté aux pertes, aux ruptures et aux questions d'anticipation de ces pertes et ces ruptures. Et je pense que c'est très important justement de voir que quand on change de rythme de vie, quand il y a des choses qui s'arrêtent, d'autres prennent la place. Et donc votre témoignage est très important dans ce sens. Alors je peux vous dire aussi que ce qui est amusant, on est parti 4 jours en vacances, et j'étais donc avec ma femme et mes 2 enfants qui sont adultes, et ils me disputaient, enfin entre guillemets, parce que j'étais toujours derrière. Et parce que moi, j'arrivais pas à soutenir le rythme, évidemment, pour marcher. Et ça me faisait drôle. Et donc, je me faisais évidemment engueuler. Oui, mais papa, t'as vu, on va être en retard, etc. etc. Donc, je racolais à chaque fois. Mais ils avaient oublié que le papa qu'ils avaient là, c'était un autre papa, et que j'avais moins de capacité pour aller aussi vite qu'eux, quoi. Même si je prenais un sprint avec bien saillant là, et que je les doublais tous après, bon, mais c'est marrant, quoi. J'en rigole. Ce que vous dites est très intéressant parce que ça soulève la question de chez l'autre, quand on oublie la maladie, est-ce que cet oubli est lié au fait qu'on n'a pas envie de voir, certes? Est-ce que c'est lié au fait qu'on continue à voir le papa, justement, peu importe la maladie, et donc la maladie, elle est secondaire, ou que parfois on ne sait pas comment faire avec? Ça pose des questions, mais très intéressantes, justement, sur la place de la personne en elle-même avant d'être malade, qui continue à être le papa ou le collègue. Donc c'est très important. Quelquefois, c'est vraiment rigolo. Je ne peux pas d'exemple, mais je pense, j'ai un intellect qui fonctionne bien, tant mieux. Et il y a des choses que je remarque
qui sont des petites choses, parce que, oui, papa, t'es là? Oui, bah, évidemment que je suis là. Et, ah bon, mais tu vas suivre? Bah, écoute, j'ai accepté de faire ça, donc je vais le faire. Alors, après, ce qui est marrant, c'est que au bout d'un moment, ils ont oublié. Mais bon, moi, pas moi, évidemment. Et bon, ce sont vraiment les petites choses de la vie. Alors, quelquefois, ces petites choses de la vie, elles prennent de l'importance. C'est qu'ils oublient, eux, mais pas moi. Merci beaucoup, Gérald. Jean-Claude, je vous passe le micro. Voilà. Merci. Et alors vous avez donc une autre place. Et c'est d'autant plus intéressant que vous puissiez témoigner de cette place-ci pour éclairer un petit peu tout. J'ai cru comprendre. Oui, bonjour à tous. Jean-Claude Tavernier, je suis enseignant à l'Université Paris Descartes. Et je suis donc l'ami depuis 35 ans et le collègue de M. Brunel. Ne vous étonnez pas, je ne dirai jamais Gérald, parce que je le vousoie et je l'appelle par son nom, malgré les 35 ans d'amitié. Et donc, moi, je l'ai eu comme collègue, nous n'étions pas dans le même hôpital. Donc, j'ai des rapports indirects, si vous voulez, parce que petit à petit, j'avais les comptes rendus de mes élèves, qui étaient mes élèves à la faculté et les élèves de M. Brunel à l'hôpital, et de ses collègues hospitaliers et administratifs. Et curieusement, les comptes rendus, si vous voulez, étaient différents. Mais nos élèves ont toujours été compréhensifs, même quand il y a eu des oublis, des difficultés techniques, comme vous l'avez raconté tout à l'heure. Mes élèves ont toujours compris, ou ils ont faim de comprendre, mais sans jamais critiquer, sans jamais même s'étonner. Parmi mes collègues hospitaliers et administratifs, il y avait deux clans. Certains comprenaient, comme mes élèves comprenaient, et d'autres ne comprenaient pas. Donc ça n'allait pas, que ça n'allait plus, qu'il était plus possible de travailler dans ces conditions-là. Bon, c'était le rejet, et c'était de clans très net. À la faculté, donc, vous étiez mon attaché en médecine légale. Et là, c'est pareil, les étudiants ont toujours été très compréhensifs, même si à partir d'un certain moment, vous aviez des oublis dans vos présentations, c'était un petit peu moins cohérent. Et mes élèves ont toujours été compréhensifs. Quand il n'y a eu plus de possibilité d'exercer à l'hôpital, parce que donc vous aviez passé le concours de praticien hospitalier, vous aviez réussi brillamment, et très brillamment. Mais ensuite, ce que vous disiez, le médecin a interdit la possibilité d'exercer dans la fonction publique, donc ça avait mis un coup d'arrêt à votre activité hospitalière. Et j'avais, alors craignant justement qu'il y ait une trop grande coupure entre l'activité très importante de M. Brunel et puis son non-activité, j'avais demandé l'autorisation qu'il reste mon attaché à l'hôpital. Donc mon chef de service avait accepté à la seule condition qu'il ne soit là que lorsque j'étais là et qu'il soit toujours avec moi et qu'il ne pratique plus d'actes cliniques, bien entendu, mais de conseils, d'enseignement auprès de mes élèves. Et puis j'avais continué de lui donner certains enseignements, toujours en ma présence, à la faculté, justement pour éviter cette coupure trop brusque que je craignais, que j'appréhendais. Est-ce que vous pensez que, bien évidemment, elle nous paraît évidente, mais est-ce que vous pensez que cette attitude bienveillante que vous avez eue peut être systématisée ou pas dans le secteur de l'emploi? C'est-à-dire de trouver des stratégies, de trouver des moyens de pouvoir garder dans l'emploi le plus longtemps possible les personnes. Je pense tout en aménageant, parce que c'était tout de même une activité relativement légère, et je lis toujours en ma présence, donc j'étais un peu responsable. Pour ce qui est, enfin, dans notre cas, soit à l'hôpital, soit à l'université, j'avais obtenu les autorisations de mes supérieurs, effectivement.
Merci de ce témoignage.